Je sais que je me répète, mais... Je trouve que dans nos sociétés modernes, on vit dans le passé et dans l'avenir. On contrôle tout. Les liens humains sont très distendus. On communique le plus souvent par le biais des réseaux sociaux ou par téléphone. On vit rarement dans l'ici et maintenant. Avoir vécu cette expérience, être parti au fin fond de l'Afrique sauvage, m'être affranchi de cette bulle sécurisée, de ce contrôle à tout prix, de m'être livré au monde sauvage. Ça? Tu es prêt? Attends, celui de l'an dernier. Il m'en faut absolument un comme ça. Ça te va bien? Lequel je prends alors? Je préfère celui-là. Ça serait super pour partir. On pourrait tranquillement charger toutes les pirogues ici. J'ai été aventurier toute ma vie, je crois. On a la fibre ou pas. Génial, hein? L'avantage d'être au bord de l'eau. Je suis sud-africain. Ma famille a ses racines en Afrique depuis 200 ans. Tu veux tes chaussures? Celle-là? J'étais tout maigre, gamin. J'avais des problèmes intestinaux et l'estomac fragile. Un vrai poids plume, avec de grosses lunettes typiques des années 70. J'avais le profil type du souffre-douleur. Ma mère nous appelait, mon frère et moi, ces petits phasmes à lunettes amoureux de nature. La nature sauvage, c'était notre sanctuaire. Il y a des léopards ici. Puis j'ai découvert le delta de l'Okavango. Il était là, ce lieu que je cherchais. Je l'ai su tout de suite. L'immensité, la nature sauvage à perte de vue, une infinité de connexions, de gués, de lagunes et de canaux. Un vaste labyrinthe, s'étendant sur plus de 22 000 km². Visible depuis l'espace.
Le delta de l'Okavango est bordé par le désert du Kalahari. C'est une vaste oasis d'eau douce, en plein milieu d'un des endroits les plus arides de la planète. Elle abrite la population de faune sauvage la plus importante d'Afrique. Et le plus grand nombre d'éléphants au monde. Des guêpiers. J'ai vu à quoi ressemblait la Terre sans nous. Et ça a changé ma vie. Plus on passe de temps à explorer la nature, plus on en vient à s'intéresser aux oiseaux. Certains deviennent des compagnons habituels. D'autres sont des visiteurs surprenants et formidables. Vous allez à Vumbura? Vumbura, c'est ça. Vous n'êtes pas arrivé. À chaque fois que je viens sur notre site de recherche à Wudumtiki, ça me rappelle à quel point on est éloigné de la civilisation. Depuis que Steve m'y a amené, l'Okavango n'a fait que m'émerveiller. « 105 nichoirs posés en 6 ans, 26 km de brousse à couvrir et 12 couples reproducteurs sous surveillance. 3 oisillons des tourneaux. Dans cette nature encore sauvage, au milieu de toute cette faune, les oiseaux arrivent encore à vivre comme ils le font depuis des millions d'années. Plus j'observe cette nature, plus je veux en percer tous les mystères. Dans les beignets, ils nous observent. La perfection sauvage, on l'a connue aussi. Elle est fragile. Il faut la protéger.
Je m'appelle Tumeletso Water Selabosha, mais tout le monde m'appelle seulement Water. Pourquoi Water? J'étais dans le ventre de ma mère. Elle allait de village en village. Et j'ai décidé de naître. Elle a trouvé une mare et m'a donné la vie dans l'eau. Elle m'a toujours dit que j'avais eu de la chance qu'elle trouve cette mare. Je vis au cœur du delta de l'Okavango. C'est le paradis. Voici mon petit-fils. J'appartiens au peuple Bayeyi. Nous sommes un peuple du fleuve. Ici, tout le monde dépend de l'eau pour vivre. Les gens, les animaux et les plantes en ont besoin. Quand j'étais enfant, on avait beaucoup plus d'eau et sur toute l'année. Aujourd'hui, les terres arides ont gagné du terrain. Il y a moins d'eau. Je voulais tout savoir du delta de l'Okavango et je voulais adopter une approche scientifique. Alors, l'eau, ça va? L'eau? Cette année, ça devrait aller, pas comme l'an dernier. Tu penses? Oui, ça ira. Je suis ornithologue et au fil de mes recherches, j'ai constaté que les oiseaux des zones humides étaient les meilleurs indicateurs de la santé d'un écosystème. Ils volent, ils sont libres. Ils trouvent un meilleur lieu de vie depuis le ciel. S'ils ont peur, ils s'en vont. Alors c'est à eux que je veux demander si le delta, dans son intégralité, est en bonne santé. 1, 2, 3. Attention devant, attention devant. Notre étude est un recensement transversal de l'écosystème complet de l'Okavango. Chaque oiseau observé est compté et géolocalisé. Jacana. Jacana. On veut connaître la répartition des espèces et leurs effectifs. Martin Pêcheur Pi. Noté. Deux grues caronculées. Il faut garder les yeux bien ouverts pour les repérer et les reconnaître. Ou alors il faut tendre l'oreille pour les reconnaître. 4, droit devant.
2 sur la droite et 1 vers la gauche. Je sais, mon grand, on ne fait que passer. Il y a du monde aujourd'hui. On a 25 ouettes d'Égypte et 20 d'androcygnes veufs. Regardez un peu ça. C'est merveilleux. On a dû voir 150 ouettes au bas mot. Rajoute 22 tantalibis et des becs ouverts africains, 50. Bouge plus, JB. Regarde, un gros devant. Les oiseaux préfèrent les zones les plus saines. Tous les ans, on observe le même phénomène. On retrouve la plus forte densité d'oiseaux et de faune au cœur du delta le plus sauvage, désertant progressivement les périphéries. Comme si le delta de l'Okavango se recroquevillait sur lui-même. Depuis le lancement de notre étude, les zones humides tendent à se rétrécir car l'eau manque. Si l'eau cesse de couler, le delta va simplement s'évaporer et se fondre dans le désert environnant. Quand on parle du delta de l'Okavango dans son intégralité, il faut parler du fleuve Quito. Parce que toute l'eau que nous recevons dans le delta provient du Quito, qui coule en Angola. Si vous vous trouvez à Luanda, la capitale de l'Angola, levez les yeux et vous verrez une multitude de grues de construction. Hôtels, immeubles d'habitation ou de bureaux, le progrès étend sa forêt d'acier. C'est remarquable quand on pense à ceci. Le pays a connu une décennie de guerre civile. Le conflit opposait des groupes de rebelles, les uns soutenus par les États-Unis et l'Afrique du Sud de l'apartheid, les autres par Cuba et l'Union soviétique. En Angola, la guerre froide a fait des ravages considérables, dont 1,5 million de morts et plus de 4 millions de réfugiés déplacés. Depuis la fin de la guerre en 2002, l'économie du pays rattrape son retard. La plupart des Angolais ne connaissent plus l'espoir. Le monde entier nous voit comme un pays rongé par la corruption et auquel l'avenir ne réserve rien de bon. Nos personnalités, notre culture, la guerre a tout façonné. Je m'appelle Adjani, A-D-J-A-N-Y. Comment décrire ce que nous avons vécu à quelqu'un qui n'a jamais connu ça? J'ai très peu de souvenirs de ma vie à cette époque, mais je sais que le tout premier d'entre eux est lié à la guerre.
C'est le cabinet de toilette de l'appartement où vivait ma grand-mère à l'époque. En 1992, j'avais 3 ans. Et toute la famille était réunie ici quand la guerre civile a éclaté à Luanda. La ville a été envahie. Je me souviens encore que toute la famille s'est réfugiée dans cette pièce. Tous mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes parents, mes grands-parents. On était une vingtaine à tenter de se protéger des balles et des bombes qu'on entendait fuser dehors. On a passé une semaine ici. On dormait à tour de rôle. Ma grand-mère avait étendu un matelas dans le couloir et on se relayait. Je me souviens qu'elle sortait à 4 pattes pour cuisiner sur le poêle à l'extérieur. Un explosif a même atterri chez nous à un moment. On a eu de la chance d'être ici. Oui. Oui. Je crois bien que je n'ai jamais parlé de tout ça avec mes proches. C'est étrange, non? Mon tout premier souvenir est un son, celui d'une Kalachnikov. Ça marque. Ça s'oublie pas d'ailleurs. Enfin. Penser à long terme n'était plus une option envisageable. On vit dans le présent, sans se projeter dans 5 ou 10 ans. Notre histoire nous a rappelé que seul l'instant présent comptait. Tu as envie, tu peux gagner ta vie, tu t'en sors, tu peux fonder une famille, alors fais-le. Mais ces 10 dernières années, mon pays s'est métamorphosé. Tout ça grâce au développement. Les infrastructures qui améliorent la vie. Les chantiers d'irrigation pharaoniques. La proximité d'un fleuve facilite les choses. Plus l'Angola se développe, plus il devient gourmand en eau, plus il menace le delta de l'Okavango. Une des pierres angulaires du système, c'est le fleuve Quito. C'est sa ligne de vie. Mais on ne sait pratiquement rien dessus. On a exploré et répertorié la majeure partie de l'Afrique, mais pas ces hauts plateaux d'Angola. C'est une sorte de trou noir. Si on veut sauver le delta, on doit préserver sa source de vie, son eau. Personne n'avait encore osé se lancer dans cette aventure. Nous allons partir de la source du Quito pour suivre son cours jusqu'au delta, puis le désert. En chemin, nous établirons un relevé scientifique complet du système fluvial pour comprendre ce qui lui arrive. 3 pays dépendent de cette eau, et personne ne leur parle. Je veux emmener Monsieur Water avec moi en Angola, à la source. Et faire découvrir le delta à un Angolais. Steve a demandé un peu partout si un chercheur angolais souhaitait se joindre au programme. Un de mes professeurs à l'université s'est dit que j'étais assez folle pour le suivre. J'avais très envie d'y aller. Mais c'était un véritable saut dans l'inconnu pour moi. Au départ, je me suis dit, voilà encore un riche blanc qui vit dans le confort et la modernité de son pays et qui rêve de jouer les aventuriers explorateurs. Je me suis vraiment demandé pourquoi une personne censée tenait à se rendre dans un des pires lieux de la guerre en Angola. Non, ça vient de l'aéroport. Nous, on cherche... Un endroit envahi de mines et dont personne n'a jamais entendu parler. Ça me semblait complètement fou.
Tiens, attrape. Tiens, regarde sur la piste. Le cimetière des tanks est juste là. La zone nettoyée. 1, 2, 3 carcasses. Ouais, ça fait du dégât. Les points rouges signalent les champs en cours de déminage, mais pas encore totalement purgés. Les rebelles avaient tendu un rideau de mines antipersonnel pour repousser les gens. On a franchi ce rideau. On est en route vers la zone humide où le Quito prend sa source. Ne quittez pas la piste parce que toute la zone le long de la voie ferrée a été le théâtre de combat. Tous les villages qu'on a à traverser sont entourés de champs de mines. On a sorti plus de 27 000 mines du sol dans le secteur. Je sais pas pourquoi, mais je vais boucler ma ceinture. Ouais, et reste dans la voiture. Juste au cas où. À toutes. Ma famille et mes amis n'étaient pas d'accord pour que je vienne en Angola à cause des mines. C'est une des régions les plus dangereuses de tout le pays. On entre en terre inconnue. « 18, 22, 7, 42 » Ouais. Elle en jette, cette forêt. La zone humide est là-bas. Ouais. « 7000 km depuis mon point de départ au Cap. Et depuis cette crête, je contemple le bassin où naît le fleuve Quito. Un lieu mythique. Ma première impression, celle de me trouver dans un autre pays. Mon cerveau avait du mal à admettre qu'un endroit pareil puisse exister dans mon propre pays. L'eau derrière nous provient des collines en face de nous. C'est une vaste bande de sable qui fait partie intégrante du plateau de biais. Le sable filtre l'eau de pluie jusqu'à ce système lacustre. L'eau rejoint le lit principal du Quito, là-bas, qui fait 5 mètres de large à travers la sublime forêt de Miombo. On a peut-être 2000 km à parcourir vers l'aval. On ne sait pas. Mais je veux tout apprendre de ce cours d'eau en chemin. Quelle faune vit ici? Quelle tribu? Comment serpente l'eau? Quand on aura la réponse à toutes ces questions, on pourra lancer la création de la plus vaste zone naturelle protégée au monde. C'est super, je vais bien dormir là-dedans.
Je vais dormir comme une bûche. Pas comme un bébé, hein, non. Les bébés, ça se réveille tout le temps pour pleurer. T'es prêt? On sera totalement coupé du monde. On en a peut-être pour 3 mois. Hey, t'es prêt, mec? Ouais, c'est parti. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend, et ça m'angoisse un peu. Un, 2, 3. Bien. Allez, tire! Attends. Dis-moi quand lâcher. J'ai passé les 6 derniers mois à éplucher des images satellites pour essayer de me représenter cet endroit. Dac, L'herbe est partout. on peut la coucher mais pas l'arracher? Non, on peut pas. Et ça n'a rien à voir du tout. La rivière qu'on pensait trouver n'est pas là. C'est la galère. Entre le lac Source et la rivière, il y a une zone tampon, une épaisse prairie d'herbe haute où l'eau ne coule pas du tout. Il n'y a aucun courant dans toute la zone, sauf pile au milieu du vallon, sous la forme d'un minuscule ruisseau. Mais juste un ruisseau. Droit vers le virage. On bivouaque juste après ce tournant, donc il nous reste 3 gros obstacles. C'est parti? Prêt? Tirez! Vers la droite. On s'arnache comme des bœufs pour tirer comme des bœufs. On n'était pas préparés. Et c'est la seule solution. On ne peut pas compter sur la voiture ou l'hélico pour déposer nos mokoros près de l'eau. On est au cœur de la zone où il y a eu des conflits importants pendant la guerre, donc c'est potentiellement truffé de mines. Je ne connais personne qui soit venu ici. Allez, on passe en pente. Tirez! Ouais! On y met toutes nos forces à chaque fois parce que les pirogues sont très lourdes. À pleine charge dans les 400 kilos. Ça va? On a tiré comme des bêtes de somme pendant 8 heures et on pouvait encore voir notre point de départ. On repart! Tirez! Pas mal par là. C'était un bon début. On continue. On s'enfonce de plus en plus.
Et plus on avance, plus on prend conscience qu'en cas de pépin, on est livré à nous-mêmes. En dehors des hélicoptères, peut-être. Encore faut-il qu'ils arrivent à temps. Allez, c'est bien. Ça va? On s'arrête. Oui, je remets tout en question en ce moment, c'est vrai. Est-ce que le projet est sur les bons rails? Pourquoi Steve n'est pas venu en repérage avant pour qu'on n'ait pas à endurer tout ce calvaire? Pourquoi on n'a pas trouvé qui que ce soit, un villageois du coin, quelqu'un capable de nous dire comment faire? Pourquoi personne ne peut nous aiguiller vers la manière la plus efficace de faire ce qu'on veut faire? Je me pose tout un tas de questions. Faut boire un café chaud. Ça va être dur jusqu'au Botswana. Ça va, ça va. Je pensais pas que ce serait dur. Oui, on n'est pas arrivé encore. C'est usant, épuisant, physiquement épuisant. Et mentalement, je n'arrête pas de me dire que j'ai fait une erreur monumentale. Pas une âme qui vive. Pas la moindre trace d'une piste ou d'un chemin. On est au beau milieu de nulle part. Je me sens comme hors du monde, en fait. Il faut tout faire pour préserver ces quelques rares endroits encore parfaitement sauvages et vierges sur la planète. Il faut conserver ces lieux uniques. Et c'est pour ça qu'on est prêt à mettre nos vies entre parenthèses et à dormir pendant des mois sous une tente. On essaie de suivre du mieux possible le cheminement de l'eau. Par moments, on a de l'eau jusqu'aux genoux et on se dit qu'on se rapproche du lit principal du fleuve. Mais dès qu'on sort une carotte du sol, on trouve de la tourbe. On est sur une tourbière. Cette tourbe emprisonne l'équivalent en eau de 25 fois son poids à sec et la libère lentement. On progresse sur une vaste éponge qui retient toute l'eau qui alimente le delta de l'Okavango. En théorie, il pourrait ne pas pleuvoir de toute l'année sans que ça impacte le débit du fleuve. C'est unique en Afrique tropicale. C'est complètement nouveau. La tourbe est un puits de carbone, un piège qui absorbe des quantités phénoménales de CO2 sur des milliers d'années. On a fait une découverte fabuleuse par rapport au changement climatique et à l'importance de l'eau dans le cycle de la vie. L'eau n'est plus très loin. Je suis parti en éclairage il y a 2 jours et je pense avoir trouvé une voie navigable. Avec de la chance, la galère va enfin voguer. Aujourd'hui va être une bonne journée. Content? Pas encore à 100%, disons à 99%. Alors? Délicieuse. La bonne eau du Quito.
1, 2, 3. Ensemble, à toutes, Keji. Il flotte. Grâce à l'eau venue du tributaire, le lit du Quito a commencé à s'élargir petit à petit. Eh oui, Mais ça serpente encore beaucoup et par endroits, ça reste étroit. Encore un peu? Ça passe. Vers la gauche. C'est bon là, les gars. Ça y est, les pirogues sont enfin sur l'eau. C'est automatique. Au menu ce soir, c'est riz et haricots. Et au déjeuner, pareil. Parce qu'il faut qu'on finisse les restes. J'ai vécu toute ma vie dans la capitale de mon pays. Ce que je vois ici n'est pas donné à tout le monde. Tout ce que je vois est nouveau, vierge, intact et pur. C'est assez rare dans mon pays. Un nouveau spécimen. Un autre. Et un gros. Au sein de l'équipe scientifique, c'est moi qui m'occupe des poissons. C'est un Clipeobarbus belcrossi, un poisson encore jamais répertorié dans cet écosystème. J'ai choisi le surnom de sirène de la brousse parce que je suis biologiste marin à la base. L'océan m'a toujours fascinée. Fillette, je rêvais d'être la petite sirène. Pas vétérinaire ou médecin, mais une sirène. Ça, c'est une carpe et ça, un œil-va. Mais la brousse me passionne aussi. Elle m'apporte des racines. Elle m'apprend une nouvelle façon d'appréhender ma condition humaine. Être une femme en Angola, ça veut dire faire face aux mêmes problématiques qu'ailleurs, mais dès le plus jeune âge. À mon âge, je devrais déjà attendre mon deuxième enfant, être mariée depuis quelques années. Je vivrai certainement dans une maison, un lieu de vie fixe pour élever ma famille. Et je ne devrais pas m'inquiéter pour mon avenir. Parfois, ce n'est pas l'argent qu'on a sur son compte en banque qui est important. C'est ce qu'on fait qui compte.
Martin Pi. Oui, Martin Pi. Ouais, noté. Guépier nain. C'est bon, je l'ai. On a vu des oiseaux. On a entendu des singes. Mais sinon, rien d'autre. On a passé 6 heures sur l'eau. La majeure partie du paysage est calcinée. Les feux naturels, ça arrive. Mais ça, ce n'est pas un phénomène naturel. Regarde ça. La forêt a été totalement rasée. D'après ce qu'on voit au loin, les feux de brousse s'intensifient. J'ignore à quoi ils servent. Est-ce pour l'agriculture? Ou est-ce que c'est pour la chasse? Imaginez qu'on vous dise qu'à une époque, ce pays était réputé pour ses éléphants, qu'ils représentaient une richesse précieuse au même titre que les gisements de diamants du pays. Puis imaginez qu'on vous dise qu'ils ont disparu, que plus de 100 000 éléphants ont été exterminés. Cette pièce du puzzle qui reliait l'Angola au reste du monde a disparu. Les éléphants sont devenus des sortes de licornes dans mon esprit. Cette forêt devrait couvrir toute la plaine jusqu'à la rivière, l'alimenter et consolider ses berges. Le feu repousse les arbres jusque dans la rivière qu'ils étouffent. On navigue tranquillement et soudain, un tronc d'arbre nous bloque le passage. On a fini par les appeler les arbres angolais. C'est à cause des feux, tout ça. Tout brûle. La pluie érode les berges et le lit perd progressivement en profondeur. Les arbres poussent plus vite dedans. Ouais, c'est pas normal. Faut aiguiser. Ça n'entame pas les bois durs. Je sais. Il nous faudrait les coupes-coupes que les chauffeurs avaient sur la route. Ouais, il faudrait le plus gros outil. Je le savais pourtant, mais on n'a pas pensé à en emporter. Bon, Rien. C'est bloqué là, là et là. Oui. Des arbres partout. Tout est bloqué. C'est pas nous, C'est la rivière. c'est la rivière. Alors, on fait quoi? Il voit bien que c'est bloqué. Oui, c'est complètement bloqué. Si ça bloque encore comme ça sur les 5 prochains kilomètres, ça promet. J'aime pas cet endroit. Tout ce feu. Vite, vite, vite. On va chavirer.
On mange quoi? Ce soir, c'est la fête. Je nous fais du riz et des haricots. C'est pas non plus comme si on en mangeait tous les jours. Pete essaie de varier les goûts avec les épices. Parfois, il met du curry, ou alors c'est une épice italienne. Et de temps en temps, une tranche de bœuf séché. Enfin, c'est marqué que c'est du bœuf, mais ça pourrait être de l'âne, du cheval, du lapin, on n'en sait rien. Un double cheeseburger et des frites. Avec du ketchup. Je rêve de manger quelque chose de gras et de délicieux. Là, maintenant. Enfin, c'est un rêve. Ça brûle tout le long de la rivière, en direction du sud. Et les flammes se rapprochent. Alors on va surveiller parce que le vent a calé et les flammes vont avancer de plus en plus vite en direction de l'eau. D'après ce que j'ai vu, d'ici 3 à 5 ans, le Quito sera tari, il n'y aura plus d'eau. On est au point de bascule, à l'instant critique. Regarde la hauteur des flammes. Sans forêt autour, sans tourbe dans le sol, l'eau disparaîtra. Plus rien ne la retiendra, et le sable envahira tout. Je vais demander. S'il vous plaît. Je peux vous aider? Bonjour. 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 Vous êtes toute seule? Oui. Elles sont 3. Elles pêchent avant de rentrer au village. C'est loin? C'est loin d'ici? Non, c'est par là. Allons-y. Le chef est là? Il arrive. On va l'attendre. Ils sont allés chercher le chef. On va l'attendre. Ça fait 40 ans que le village n'a pas reçu de visiteurs. Ici, ils n'ont ni eau courante, ni électricité. Leurs priorités quotidiennes concernent leurs besoins vitaux pour survivre. Bonjour, chef. Je les remercie pour leur accueil et leur hospitalité. Je lui ai demandé si la guerre avait durement frappé le village et il dit que oui. Parfois, il devait fuir et trouver refuge dans la forêt. Si quelqu'un du gouvernement venait vous demander de quoi vous avez besoin, vous lui diriez quoi? On a besoin d'huile, on a besoin de sel, d'une piste praticable, d'une infirmière et d'un instituteur. Les enfants ne vont même pas à l'école. Ils brûlent pour la chasse. Et la pêche? Le feu, c'est juste pour la chasse. D'accord. Le feu leur sert à rabattre le gibier pour le capturer. C'est leur principale source de protéines. Au Botswana, on faisait pareil qu'en Angola avant. On mettait le feu à la brousse pour chasser. Au revoir, bonne journée.
Depuis que le delta est une zone protégée, les choses allaient mieux. Presque trop bien. Il y a beaucoup plus d'éléphants au Botswana à présent parce que tous les pays voisins continuent la chasse. Mais on commence à manquer de place pour accueillir tous ces éléphants. Ils ont besoin de plus d'espace. Fraîche. Même pas une semaine à vue d'œil. Des plantes commencent déjà à germer. Ces empreintes d'éléphants sont celles d'un grand mâle solitaire. Il est d'ici. C'est un Angolais. Voici le chemin qu'il emprunte. Il avance doucement, à petits pas. Il se plante à un endroit pendant 1 heure ou 2. Il déblaye le terrain autour de lui et il mange. Il a tout ravagé. Il crée une ouverture dans la végétation. Mais cet arbuste, il n'y a pas touché. Il le laisse pousser. Ce sont de véritables jardiniers de la brousse. Leur rôle est primordial. Sans les éléphants, l'équilibre naturel est déboussolé. Ça rentre au perchoir. On est à 27 km de Cuito-Kouana-Valley, la plus grande bataille de chars d'assaut sur le sol africain depuis la dernière guerre mondiale. C'est truffé de mines et d'obus, donc prudence absolue. Cormoran africain. Joli. Crabier chevelu. Oie de Gambie. Mine, à 20 mètres. Rive droite. Quelque chose a bondi dans l'eau, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Quand j'ai vu de l'eau onduler, j'ai crié à tout le monde d'accoster ici. Il a plongé et il est ressorti sous l'avant de la pirogue où étaient les batteries. Ces défenses nous ont harponnés. On a chaviré, il a fallu nager. Que t'as dit, JB?
Quand on est sorti de l'eau, il m'a dit « Je l'ai vu arriver. J'ai vu l'hippopotame nous regarder. » Il dit que les fibres de verre des mokoros les rendent très glissants et que la coque avait rebondi sur la croupe de l'animal avant de glisser sur son dos. On voit bien les marques. Il a dit que la pirogue l'avait effrayé et que c'est pour ça qu'il était venu vérifier à la surface ce qui se passait sur l'eau. S'il avait attaqué, il aurait mordu tout ce qui flottait autour de lui, sans distinction. Il était là quand on est parti à l'eau, au milieu de nous, quelque part. En quoi est-ce arrogant de naviguer là? J'ai gravé une croix sur le manche de ma cuillère pour marquer chaque semaine d'expédition. Normalement, j'aurais dû m'arrêter à peu près vers là. Enfin, normalement. Je commence à manquer de place. Vous voyez? C'est la danse du départ. On repart vers l'aval à travers l'Angola, avant de passer à la pointe de la Namibie, puis de traverser le Botswana jusqu'à chez nous. En route! Pendant 2 mois, on a vu beaucoup de traces d'animaux sauvages, sans jamais vraiment les voir eux-mêmes. On commençait franchement à se dire qu'avec tous les efforts qu'on avait faits, on méritait bien d'en voir un quand même. J'avais presque perdu espoir d'en voir. Des éléphants en Angola. On a enfin réussi à les trouver. C'est fabuleux. Absolument fabuleux. Avant, on considérait l'Angola comme le salon de l'Afrique sauvage, et je comprends pourquoi. Ce symbole réconcilie notre passé et un possible avenir. C'était le point de départ de quelque chose de plus grand, le début d'une étude de cet écosystème unique, à cheval sur 3 pays radicalement différents. Je n'ai pas revu ma famille depuis le matin du 5 mai. C'est dur. Mon fils grandit, il apprend plein de mots, il court dans tous les sens. Il n'en était pas encore là à mon départ. Il marchait à peine et balbutiait ses premiers mots. Il en connaît une 30aine, il paraît. J'aurais manqué toutes ces premières fois. Enfin. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ma femme pense que oui. « 55 espèces. Connues, et peut-être 8 nouvelles. 8 nouvelles espèces. Ouais. C'est grisant. Le delta est encore loin. Oui.
Allez, force! J'essaie! Émotionnellement et physiquement, c'est devenu de plus en plus dur. Steve nous a souvent portés à bout de bras dans les moments difficiles. À la fin, on l'aurait suivi aveuglément. Oh! 4, 6, 8, 10, 12, 20 becs ouverts africains. 40 ouettes d'Égypte. Bec en ciseaux. Un autre. Allez! Disons qu'avant d'atteindre la Namibie, les hippopotames m'avaient déjà bien traumatisée. Quel stress! Mais ça nous aide aussi à ne pas rêvasser. On va y arriver. Où allez-vous? Au Botswana. Ah bon? C'est pas vrai. La région de Namibie que le fleuve Okavango traverse est une des plus densément peuplées de tout le pays. Tu sens quoi? Le cadavre. Ça empeste la mort ici. Je vais aller parler au tanneur. On va passer en revue tous les documents officiels pour lui expliquer. Quant à vous, faites ce que vous avez à faire. Je vais faire traîner pour gagner du temps. Des crânes d'éléphants. La chasse est légale ici. Beaucoup de gens, surtout des Américains, payent pour tuer des éléphants en Namibie. Les animaux savent que c'est dangereux, mais ils doivent s'abreuver au fleuve.
Le delta se rapproche. Je le sens. Après environ 3 mois de pirogue, on atteint l'entrée du delta de l'Okavango. On s'arrête à Seranga. Salut, salut. Ça va? C'est le village de Tom, GB et Schnaps. Dès que je suis dans le delta, je suis à la maison. L'indicateur va m'amener au miel. Il me répond. C'est un bon compagnon. Il m'indique où se trouve le miel. C'est pour l'indicateur. La légende raconte que si on ne laisse pas quelques rayons de miel à l'indicateur pour le remercier de son aide, il se peut que la fois suivante, il ne vous guide pas vers du bon miel, mais plutôt dans les griffes d'un animal dangereux. Je préfère rester ami avec l'indicateur plutôt qu'il essaie de me tuer. L'eau d'ici est très claire. Elle est pure et délicieuse. Quand on la boit, c'est comme une sucrerie. Tout va bien. Allez. J'imaginais évidemment que la vie sauvage foisonnait dans le delta, mais je n'avais aucun point de référence. C'était juste des mots. On enchaîne les observations. C'était quoi? Et 10 dendrocygnes veuves de plus. Un tantalibis. Mais une fois qu'on est dans le vif du sujet, tous les sens entrent en éveil. L'ouïe, l'odorat, tout ce qu'on voit. Tout devient différent. On se sent différent. On sent qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand que soi.
Encore et encore. C'est une aigrette. Cette expédition a eu un effet sur chaque atome de mon corps. Je pousse mes réflexions beaucoup plus loin qu'avant, comme si j'avais développé la faculté d'entrevoir les connexions entre différents contextes, différentes choses. Mes neurones reprennent vie. En partant de sa source jusqu'au désert, j'ai vécu le delta comme je ne l'avais jamais connu. Je ne faisais qu'un avec l'eau. J'ai découvert que la vie était partout. Vraiment partout. Que tout était connecté. Notre planète vibre de vie. Ce n'est pas une machine. Elle ne fonctionne pas toute seule, mais grâce à la somme de tout ce qui la compose. Les termites ont bâti chaque parcelle de terre émergée de ce delta, un grain après l'autre. Sans leur travail, tout le delta serait sous l'eau en saison des pluies. Mais grâce aux termites, il est parsemé de milliers d'îlots. Les arbres poussent sur cette terre fertile. Leurs racines vont chercher le sel profondément dans le sol. C'est pour ça que l'eau est si pure. La végétation attire toute cette biodiversité. Tout est lié. La planète entière se nourrit du dialogue de toute cette vie. Ces liens et cette diversité sont les deux piliers sans lesquels notre monde s'écroulerait. À l'heure actuelle, cette planète faite de liens et de diversité produit l'air qu'on respire et l'eau potable qu'on boit. C'est elle qui nous rend différents et uniques.
C'est justement ce qui nous démarque dans tout l'univers. Comment dire? Plein de gens passent leur vie entière à chercher le lieu où ils se sentiront chez eux. J'ai trouvé mon chez-moi à 27 ans. Mon point d'ancrage, c'est le delta de l'Okavango. Il me reste juste la place pour une dernière croix, alors. 119 jours. 4 mois en gros. Ça fera un beau souvenir. Là où on va, je ne suis pas sûr que mon look passe bien. Je ne sais pas. Être coquette me manque. Même porter un soutien-gorge. J'avais peu d'espoir pour l'Angola, pour être sincère. Aujourd'hui, je vois les perspectives s'ouvrir et mon espoir que les choses changent pour mon pays renaît. Un vieux rêve se réalise aujourd'hui. On a réussi! On a longtemps rêvé d'être ici, longtemps. On a réussi. On est là où on voulait. Ah, les larmes remontent. Félicitations à tous. Mais non! Pourquoi je pleure? Et pourquoi? Pourquoi, James? Bravo, frangin.